C'est-à-dire que la valeur d'échange devient la valeur d'usage, ce que Baudrillard appelait lui-même dans L'échange symbolique et la mort, le stade structural de la valeur. Bon là, si Todd ne peut pas suivre, je lui expliquerai. C'est le sourire aux lèvres qu'Anders Breivik accueille son verdict, avant de s'exprimer comme à chaque fois sur le ton de la provocation. De mon point de vue, cette décision de justice est illégitime, mais je n'en ferai pas appel. Faire appel de ce jugement reviendrait d'une certaine manière à le légitimer. Comme il le souhaitait, l'extrémiste de 33 ans est reconnu coupable de ses actes. Il écope de la peine maximale. 21 ans de prison, dont une peine de sûreté minimum de 10 ans. Comme à chacun de ses procès, Breivik arrive au tribunal en faisant un salut d'extrême droite. À l'écoute de son verdict, il reste calme et n'affiche aucun signe de remords. L'été dernier, il avait tué 77 personnes, 8 dans un attentat à la bombe et 69 à l'arme à feu lors d'un camp d'été de la jeunesse travailliste. Selon lui, ces attaques étaient atroces mais nécessaires pour protéger son pays du multiculturalisme. Oui, alors on peut se réjouir de la condamnation de Breivik, qui est quand même un espèce de gros con qui a assassiné 74, je ne sais pas combien, adolescents, qui étaient des militants pro-palestiniens, souvent issus du métissage. Moi, je suis contre le métissage. Je ne vois pas très bien ce que font les musulmans en Norvège. C'est en Norvège, hein. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'épopée coloniale norvégienne qui justifierait tout ça. Donc à la fois, je peux comprendre que le Norvégien de base s'étonne d'un métissage extravagant d'un pays scandinave, etc., etc. Mais Breivik, c'est quand même un peu rouillant. C'est quand même, il n'y a pas de quoi la ramener quand on a du sang sur les mains. Hein. Ce que je remarque, c'est qu'il lui a été fait beaucoup de publicité à Breivik, et que quand il fait son espèce de numéro comme ça au tribunal, ça doit faire bander beaucoup d'identitaires, de racialistes européens blancs. Et finalement, ça joue un certain jeu finalement de promotion, une certaine montée de la haine raciale et de la haine anti-religieuse. Je ferai remarquer d'ailleurs que les mêmes qui promeuvent l'immigration poussent à la haine anti-musulmane et à la haine des immigrés. C'est les mêmes qui font les deux. Et je fais remarquer que quand on dit que Breivik est un type d'extrême droite, il est franc-maçon et sioniste. Normalement, l'extrême droite, ce qui définit l'extrême droite par les gens qui définissent, c'est toujours défini négativement l'extrême droite, par ceux qui luttent contre, les antifascistes, les cons comme Rouillant. Je veux dire, normalement, un franc-maçon, on a la photo avec son tablier, hein, vénérable, je crois, hein, et un sioniste déclaré, n'est pas un type d'extrême droite typique. En général, l'extrême droite historique, c'est anti-maçonnique et antisémite, et aussi donc anti-juif global, donc plutôt anti-sioniste. Hein, si on regarde voilà, l'histoire. L'histoire. Donc ce qui est marrant, c'est qu'on dit toujours que Breivik est un type d'extrême droite, mais on ne fait pas remarquer qu'il est franc-maçon et sioniste. Et que finalement, c'est en tant que militant sioniste qu'il est pour la purification ethnique, la pureté de la race, la haine du musulman et le refus du métissage, qui est d'ailleurs un refus du métissage à deux vitesses quand on réfléchit bien. Hein. C'est métissage pour nous, et refus du métissage pour les autres. Il suffit de regarder ce qui se passe en Israël aujourd'hui avec la communauté africaine. Drapeau israélien en bandoulière, c'est à pied que Mulat et ses amis se rendent à Jérusalem. Ils marchent pour protester contre le racisme et la discrimination. Un racisme dont ces Israéliens originaires d'Éthiopie s'estiment être victimes depuis des années parce qu'ils sont noirs. Ce 18 janvier, près de 1500 Israéliens d'origine éthiopienne manifestent. Parmi eux, beaucoup de jeunes comme Mulat qui réclament une loi antiraciste. Un mouvement qui a débuté début janvier suite à des informations selon lesquelles des habitants d'une ville du sud d'Israël refusaient de louer des appartements à des Éthiopiens. Voilà. Donc je rappelle bien que Breivik n'est pas un militant d'extrême droite typique. C'est un militant de cette nouvelle extrême droite qui domine partout en Europe et qui en général va chercher ses ordres à la Knesset, c'est-à-dire l'extrême droite Lieberman, Netanyahou. C'est une extrême droite sioniste et franc-maçonne. Hein. C'est pas un petit détail que de le faire remarquer. Voilà. Et à part ça, qui crève et donnons-lui le moins possible la parole, parce que sinon pour moi c'est de la propagande déguisée, de le médiatiser, de le montrer. Si on voulait ne pas nuire et ne pas pousser comment dirais-je, au prosélytisme, on le cacherait beaucoup plus. Ici, c'est Israël et de l'autre côté, la Syrie, où la guerre fait rage depuis 17 mois et dont personne ne peut prédire l'issue. Et au-delà de la Syrie,
Il y a l'Iran qui multiplie les provocations contre Israël, lequel parle de plus en plus d'une intervention contre Téhéran. La question qu'on entend à chaque coin de rue, c'est Israël va-t-il frapper, mais surtout quand va-t-il frapper? Israeli media says a military strike on Iran could be imminent and could take place in the coming months. Tel Aviv has long threatened to attack, saying international sanctions against the country over its nuclear plans are not enough. According to a major daily Israeli newspaper, the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his defense minister would like to strike Iran as early as before the US presidential elections taking place in November this year. La rumeur d'une guerre prochaine fait en tout cas réagir les ennemis de l'État hébreu. Hier, Mahmoud Ahmadinejad, le président iranien, qualifiait Israël de tumeur cancéreuse devant une foule électrisée. Au Liban, Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, un mouvement allié au régime iranien, s'est également montré menaçant. Nous avons un nombre de cibles que nous pouvons atteindre avec nos missiles et cela va transformer la vie de centaines de milliers de sionistes en véritable enfer. Alors, le vrai gros sujet d'actualité, c'est le futur bombardement de l'Iran par l'État d'Israël. Et là, on voit bien qu'on est à la veille de quelque chose, je le dis depuis des mois, qui ressemble à la Troisième Guerre mondiale. Et on a toujours la concomitance de trois faits qui nous ramènent à toutes les périodes de troubles du XXe siècle. C'est une crise bancaire carabinée, une guerre fabriquée de toutes pièces et qui n'est pas nécessaire, et derrière l'implication à chaque fois d'Israël, que ce soit par la déclaration Balfour, la partition de 48, où là, effectivement, on a à chaque fois faillite bancaire du système bancaire mondialiste, c'est-à-dire Wall Street, guerre provoquée, la Deuxième Guerre mondiale, et évidemment une réponse, la seule réponse qui a marché aux conséquences de la crise de 29. La crise de 29 n'a été résolue finalement que par la Deuxième Guerre mondiale et pas par le New Deal. On le sait pertinemment, et à chaque fois, gain de territoire pour Israël. Et ces trois choses, finalement, sont totalement systématiquement articulées, et c'est là-dessus, c'est pour ça qu'il faut lire Sutton, qu'il faut lire Douglas Reed, qu'il faut lire Mullins, et qu'il faut écouter Soral, et pas Emmanuel Todd, parce que nous sommes là. Hein. Donc là, on voit que s'il n'y a pas de guerre bientôt, pour dévier les responsabilités, 2, faire l'union sacrée contre un ennemi, et 3, faire un rebond économique par la destruction totale et par la guerre, parce que c'est finalement la même logique, s'il n'y a pas cette guerre, seront montrés du doigt comme responsables de la faillite bancaire mondiale à venir ceux qui ont monté la combine. Ceux qui ont monté la combine, c'est ceux... On va montrer la vidéo d'Atali où il parle des pantalons à une seule jambe vendus à Christian. C'est Shlomo qui téléphone à David en lui disant « Écoute, j'ai une affaire formidable à te proposer, j'ai un camion de pantalons, les pantalons valent $1. Tu les veux ?» Formidable. David prend les pantalons, téléphone à Jonathan et lui dit « Écoute, j'ai une affaire formidable pour toi, un camion de pantalons, $2. Tu les veux ?» Formidable. Jonathan téléphone à Shaul qui propose $3 et l'histoire continue. Jusqu'à ce qu'un certain moment, Moshe téléphone à Christian et dit « J'ai une affaire formidable pour toi, des pantalons, $49. » Ah, formidable, dit 49, c'est formidable, je les prends. Le lendemain, Christian téléphone à Moshe en disant « Écoute, tu es vraiment un escroc. » Comment je suis un escroc? Mais si, écoute, tu m'as vendu $49, des pantalons immétables, avec ce que tu racontes. Ça fait, tu sais très bien, j'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il n'y avait qu'une jambe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des pantalons? Personne ne me met des pantalons qui a une jambe. Tu n'as rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. Et c'est exactement la meilleure leçon qu'on puisse avoir sur ce qui se joue en ce moment, si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le système financier moderne. C'est tout, vous avez tout compris quand vous avez compris cette histoire. C'est-à-dire ceux qui ont monté un système économique où la production devient secondaire et ce qui devient premier, c'est la spéculation. C'est le gag d'Atali. Hein. C'est-à-dire que la valeur d'échange devient la valeur d'usage, ce que Baudrillard appelait lui-même dans l'échange symbolique et la mort, le stade structural de la valeur.
Bon là, si Todd ne peut pas suivre, je lui expliquerai, parce que c'est là où on voit ce que c'est qu'un intellectuel de premier plan par rapport à un petit statisticien de deuxième zone. Voilà, donc là, nous sommes bien dans ce que décrit Werner Sombart, ce dont se vante Attali, c'est-à-dire un capitalisme financier purement spéculatif de type kabbaliste, qui en dernière instance est une entreprise de destruction de richesses et de chaos, et qui amène forcément soit à l'effondrement, qui donc désigne les responsables, c'est-à-dire Wall Street comme épistémologie financière et aussi comme communauté, comme noyau dur communautaire, voilà. C'est indiscutable, hein, ça. Voilà. Donc soit c'est eux qui se font choper, soit pour ne pas se faire choper, ils font ce qu'on appelle l'union sacrée contre l'ennemi commun qu'il faut fabriquer. Dans les années 30, ça a été Hitler. Quand on lit Stash Mullins et quand on lit Douglas Reed, on voit que finalement Hitler, qui était l'ennemi le plus dangereux, était à la fois désigné comme ennemi et financé et aidé entièrement dans son accession au pouvoir. Exactement aujourd'hui, comme l'Occident et l'idiote Joubert par la cuisse on nous dit que le salafisme, le wahhabisme, salafisme, takfiriste est le danger pour l'Occident, mais on le finance partout et on l'aide à prendre le pouvoir partout au Moyen-Orient. Donc il y a bien un empire qui est responsable d'une crise et d'un effondrement, qui fabrique un méchant et qui le finance, le sponsorise, il existe en germe, le fabrique exactement comme Goldstein dans 1984 de Orwell, le fabrique et le finance pour justifier que finalement le petit peuple d'Occident aille se battre contre lui. Hier c'était Hitler, demain ça sera l'islam à qui on aura donné le pouvoir sur toutes les anciennes nations, Algérie demain, Maroc, Tunisie, Égypte, Libye, attention, hein, c'est Syrie, Iran, s'ils arrivent à détruire l'Iran, Pakistan, Afghanistan, enfin on voit bien que c'est tout le monde arabe. Donc on aura sponsorisé l'ennemi, exigé l'union sacrée contre l'ennemi commun, et là on voit bien les pubs sur les bus américains qu'on va remontrer, pour finalement faire un énorme bain de sang, ça c'est bagatelle pour un massacre, pour finalement que là, les mêmes élites rebondissent, non seulement ne soient pas vouées aux gémonies pour leurs responsabilités, mais rebondissent et fassent la culbute au niveau de la puissance d'argent, puisque la guerre est quelque chose d'éminemment rentable pour ceux qui vendent les armes et qui prêtent l'argent. Il suffit de voir qui prête l'argent pour les guerres et qui vend les armes. Et surtout, là, on renvoie au livre de Shekim Ramossen, Jérusalem dans le Coran, dont je suis l'éditeur pour la France, que derrière, comme la guerre de 14 a permis la déclaration Balfour et le foyer juif en Palestine, la Deuxième Guerre mondiale a permis 48, c'est-à-dire la création d'un État juif et la partition de 48, et la Troisième Guerre mondiale, qui se fera plus cette fois, qui se fera contre le nouvel Hitler, hein, on a bien BHL qui fait son numéro de saillant. L'islamisme radical, c'est le dernier fruit, c'est le dernier bourgeon de la vieille histoire européenne des années 30, c'est-à-dire le nazisme. Le fascisme islamique, etc., c'est-à-dire contre Ahmadinejad et tout ce que ça entraînera demain. Donc on aura bien, par cette guerre, contre un salafisme sponsorisé et totalement impuissant, je dirais militairement et inefficace, et je dirais même financé pour ça, on aura, comme le dit à mon avis Shekim Ramossen, une pseudo-guerre de défense d'Israël menacée effectivement par ce salafisme qui les entoure et qui ont été entièrement mis en place par eux via l'argent du Qatar, via l'idéologie saoudienne et via la destruction de tout ce qui résiste authentiquement les nations arabes issus du panarabisme ou un islam non dévoyé, c'est-à-dire qui ne passe pas par les islamo-racailles payés par les islamo-sionistes, c'est-à-dire par les djihadistes que nous trouvons aujourd'hui en Syrie et qui viennent souvent d'ailleurs de Libye, qui sont les islamo-racailles, des voyous payés 7 fois le minimum salarial pour assassiner systématiquement en criant Allah Akbar chaque fois qu'une caméra se présente. Il faut savoir qu'ils sont payés pour crier Allah Akbar et payés pour les sionistes par les Saoudiens et les Qataris, parce que les sionistes sont en plus payés par leurs partenaires minoritaires. Hein. En plus, c'est toujours très bien pensé globalement, ça rapporte à tous les niveaux. Donc nous aurons cette troisième guerre défensive après la guerre de 66 et la guerre du Kippour, qui officiellement nous sera présentée comme une défense de la petite élite européenne judéo-chrétienne, on va dire, qui représente le génie occidental face au monde des sauvages, qui plaît tant aujourd'hui à Madame Joubert, voilà les fameux rebelles syriens, et qui amènera au Grand Israël, comme je le dis, qui est le seul moment où Israël peut être viable par lui-même,
après l'effondrement des États-Unis et peut-être même le lâchage des États-Unis, c'est-à-dire cet Israël qui correspond au projet sioniste originel, qui est Israël de l'Euphrate au Nil, qui correspond au drapeau israélien, et qui permettra à Jérusalem de devenir la capitale du nouvel ordre mondial et du monde, et qui sera le lieu de vente et de convergence de toutes les énergies fossiles et gazières, c'est-à-dire enfin un Israël viable totalement par ses ressources, et non pas un Israël qui ne vit que par la manipulation via le lobby sioniste de l'empire en voie d'effondrement américain. Voilà. On voit bien que Israël n'est viable que par le Grand Israël, que ce Grand Israël se fera par la Troisième Guerre mondiale contre le nouvel Hitler sponsorisé qui sera le salafisme wahhabo, qatari, takfiriste entièrement sous sponsoring. Et que finalement, ceux qui payeront les pots cassés de cette conflagration qui passe par une agression de l'Iran seront, je le dis, en premier lieu le petit peuple israélien qui sera sacrifié par ces élites mondialistes oligarchiques, comme le petit peuple juif polonais, russo-polonais et allemand a été sacrifié par les élites juives américaines, on le sait, par des lettres de rabbins qui se plaignent pour effectivement que la Shoah permette la partition de 1948. On a des lettres de rabbins qui se plaignent que les élites juives américaines les sacrifient et les condamnent à mort parce qu'ils ne laissent pas le pouvoir hitlérien, via les négociations de Himmler, les laisser partir contre de l'argent dans les pays. Tout ça est tracé de A à Z. Et la phrase, effectivement, des élites sionistes américaines, ça renvoie à Netanyahou, qui est un Américain, qui n'est pas le petit peuple d'Israël, qui disait bien à l'époque, tout juif qui ne meurt pas en Palestine, il vaut mieux pour l'Israël de demain qu'il meure dans le Reich allemand. C'était ça la phrase. Il ne faut pas oublier qu'il y a à l'intérieur de la communauté juive une lutte des classes féroce entre la masse juive et ses élites juives qui est cachée par deux facteurs importants, qui est le tribalisme, c'est-à-dire l'incroyable solidarité tribale produite au forceps par les élites juives, qui est une paranoïa d'État. On le voit en voyant le film Diffamation. מלבד זה יוצא איתכם גם מאבטחים, יוצאים איתכם מאבטחים, המאבטחים לא יאפשרו לכם ליצור שום קשר עם האוכלוסייה המקומית. נפגשו שם אנשים שלא אוהבים אותנו, תראו, לא אוהבים אותנו, תחשבו שאתם סלי. כאילו מגדלים אותנו מגיל קטן על זה שאנחנו נדע שיש לנו שונאים. צרפת היא אנטישמית, גרמניה היא אנטישמית. המדינות בדרום אמריקה הן אנטישמיות. אני לא רוצה לדבר על המדינות המוסלמיות, זה לא מדברים בכלל. הם למעשה כולם. ליטא נשארה אנטישמית, כל המדינות הבלטיות, אבל גם המדינות במערב, אנגליה היא אנטישמית. Aussi par un autre facteur qui est la thèse d'Abraham Léon du peuple classe, c'est que c'est globalement un peuple monoclasse, donc c'est-à-dire que les antagonismes de classe à l'intérieur du monde juif ne sont pas un antagonisme prolétariat-bourgeoisie. C'est un antagonisme intérêt supérieur de la communauté à terme. Voilà. Et là, ce qui fait que finalement, le peuple juif qui a, par Marx, amené finalement à la conscience de classe partout, et la communauté qui a le moins de conscience de classe à cause de sa réalité monoclasse et à cause de son tribalisme exacerbé, du fait de ses élites. Mais en réalité, il y a une lutte des classes différente de la lutte des classes Goy à l'intérieur de la réalité globale juive, qui est très bien expliquée par le bouquin de Douglas Reed entre les élites, ce qu'on appelle les Lévites, et le Sanhédrin sous le Christ, et le petit peuple juif. Et il faut savoir, pour renvoyer Finkielkraut à sa bêtise, à sa malhonnêteté, à sa schizophrénie, lui qui a la nostalgie des juifs du shtetl, c'est-à-dire du judaïsme de type du ghetto rabbinique russo-polonais du 19e siècle, qu'il n'y avait pas plus obscurantisme que cette communauté juive-là. C'était l'interdiction de lire un autre livre que le Talmud. C'est un régime totalitaire, policier, totalement obscurantiste, qui a été dénoncé par tous les juifs des Lumières du 19e siècle, les plus grands esprits, les plus brillants. Et là, Finkielkraut, là-dessus, est un imbécile, parce que s'il avait vécu dans le ghetto talmudique du 19e siècle d'où il vient par ses parents, il n'aurait jamais pu s'extasier sur Heidegger, ni lire une phrase de littérature française. C'est pour ça que c'est un imbécile et un schizophrène et un menteur. Mais donc, pour finir, je rappelle bien que l'histoire juive, si on étudie l'histoire, les rapports de classe dans la communauté juive, c'est toujours une élite
qui, à travers ses rabbins et ses tribunaux rabbitiques, oblige le petit peuple juif à obéir à la loi à coups de pompe dans le cul, c'est-à-dire à coups de sacrifice, de condamnation à mort et de fouettage, hein, il faut bien le savoir. Et que systématiquement, le petit peuple juif qui rêve finalement de paix et parfois même d'assimilation, et même de conversion, parce que c'est la même chose, la conversion chrétienne et l'assimilation républicaine, c'est de permettre aux juifs de sortir du ghetto, qui est d'abord un ghetto volontaire, hein, qui est le refus de l'autre, qui est le mur, Wall Street, hein, qui évidemment voudrait pouvoir vivre enfin en paix avec le reste de l'humanité. Il en est interdit par ces élites rabbinique, et il en est interdit à coups de pompe dans le cul. Hein. Et c'est ça la permanente histoire du châtiment du peuple juif par ces élites juives, et aussi la manière dont régulièrement le petit peuple juif est envoyé au casse-pipe et au sacrifice par ces élites. Et bien ces gens-là, pour faire le grand Israël, c'est-à-dire le Commonwealth juif, c'est-à-dire piloter le monde à partir, dans ce nouvel ordre mondial, à partir de, comment dirais-je, de Jérusalem, cette logique du grand Israël n'est absolument pas la logique expansionniste du petit peuple, mais se fera sur le massacre du peuple israélien pour faire finalement un Commonwealth juif mondialiste qui est voulu et piloté par les élites, les héritiers des Lévites, par les élites sionistes finalement juives américaines d'une certaine manière. C'est-à-dire que le cœur du sionisme mondial, c'est Londres et New York finalement, ce n'est pas Tel Aviv. Et si demain Jérusalem devient la capitale du monde, piloté par ces élites juives, il y a le projet déclaré d'Atali. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Ça se fera sur le sang du petit peuple israélien, il faut le savoir. C'est ce qu'a compris parfaitement Jacob Cohen, c'est ce que malheureusement n'ont pas compris les imbéciles séfarades marchands de jeans de la LDJ française, qui si le jour ils font leur alia pour crever en première ligne face à l'armée iranienne pour un projet de banquiers oligarchiques basés à New York qui les méprisent et qui les prend pour de la merde, qui les méprise, les prend pour de la merde et les envoie au casse-pipe, comme la bourgeoisie française a envoyé au casse-pipe le petit peuple paysan et ouvrier français dans les tranchées, à la fois pour gagner une guerre dont ils étaient seuls à tirer les marrons du feu, et aussi pour saigner à blanc un petit peuple qui se révoltait régulièrement contre sa bourgeoisie depuis 1830, 1848 et la Commune. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a une logique de la persécution des élites d'une communauté sur sa base, et ça a toujours été la réalité. Et que les gens qui ne comprennent pas que les élites juives peuvent jouer contre la base juive n'ont rien compris à la réalité humaine. C'est-à-dire comprennent le brahmanisme hindou, la monarchie française ou la société bourgeoise, à l'intérieur des communautés humaines, ce sont toujours les élites qui vivent sur le dos de leur masse par l'exploitation économique, et les élites qui régulièrement envoient leur masse potentiellement révoltée au casse-pipe dans des guerres. C'est l'explication de la guerre de 70, c'est Guillemin, dont nous montrons les vidéos, l'explique très bien, l'explication de la guerre de 14, l'explication de la guerre de 39, même Annie Lacroix-Ritz je suis capable d'être d'accord avec elle sur le choix de la défaite sur la guerre de 39-45 de certaines élites bourgeoises françaises. Donc on est très capable d'expliquer sans se mettre en porte-à-faux par rapport à la morale, que les élites bourgeoises françaises ont toujours joué contre leur peuple au niveau de l'exploitation et même au niveau du bain de sang guerrier. Pour ça, on a même des films de M. Tavernier. Mais quand on dit que c'est valable aussi pour la communauté juive, qu'il y a des antagonismes de classe, il n'y a pas de métaphysique de la communauté juive, il y a des antagonismes de classe dans la communauté juive, je le dis, qui sont masqués par ce qu'Abraham Léon appelle le peuple classe. C'est-à-dire que c'est globalement un peuple uniclasse, et aussi par le tribalisme inouï qui n'existe plus chez nous, qui est maintenu de force par leurs élites, c'est-à-dire la paranoïa sur l'antisémitisme, de faire croire que le danger pour le juif c'est l'antisémite, c'est-à-dire Soral, alors que le danger pour le juif c'est Praskier, Bernard-Henri Lévy, Bernanke, Netanyahou et sans doute Kissinger. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre, et c'est ça malheureusement qui est tragique pour eux, puisque c'est eux qui sont sacrifiés en dernière instance pour cette incompréhension. Hein, voilà. Donc, dans cette guerre à venir israélo-iranienne, ça passera par le bain de sang pour le petit peuple israélien qui n'a aucun intérêt à cette guerre, il faut le rappeler. Deuxièmement, cette guerre n'est absolument pas nécessaire. C'est une guerre voulue pour des raisons effectivement d'antagonisme sociaux de plus en plus grands en Israël. Israël est en train de s'effondrer parce que c'est un artifice social. Le petit peuple israélien se révolte contre ces élites libérales qui sont d'ailleurs à l'étranger, il ne faut pas oublier, ils ne vivent pas en Israël. Israël est l'équipe de foot d'une oligarchie, exactement comme les équipes de foot pour les riches russes, les Qataris, voilà, c'est exactement la même chose. Donc cette union sacrée voulue par Netanyahou
et aussi pour cacher que Israël est en train d'exploser sur les antagonismes de classe, première chose. Deuxièmement, effectivement, projet du Grand Israël, qui n'est pas un projet du petit peuple israélien, mais un projet de l'oligarchie mondialiste judéo-protestante oligarchique, qui est une coalition dans laquelle les Juifs héritiers des Lévites et du Sanhédrin sont le noyau dur, mais ne sont pas tout seuls. Il faut bien le comprendre. Et troisièmement, cette guerre n'est absolument pas nécessaire. Parce que, d'abord, l'Iran n'a pas la bombe atomique. Même s'il l'avait, il ne pourrait rien en faire. On n'imagine pas, vu la profondeur stratégique d'Israël, les Iraniens balancer une bombe atomique sur un pays qui est peuplé de Palestiniens. Je veux dire, il faut déjà voir. Et avec en plus un nuage atomique, compte tenu de la géographie, qui leur reviendrait dans la gueule, et qui reviendrait dans la gueule de toutes les nations chiites, comme l'Irak, etc. Il faut pas oublier que nous avons un arc de domination chiite là-bas. Ce qui fait que, l'Iran n'a pas la bombe, 2, ils ne peuvent pas menacer Israël avec. Donc c'est un double mensonge. En revanche, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Israël a la bombe atomique en contravention de toutes les lois internationales de non-prolifération. Selon les politiques de haut rang, les militaires et les experts, l'arsenal nucléaire israélien compterait entre 100 et 400 missiles. De fabrication récente, ils sont dotés de systèmes ultramodernes. Bombes à neutrons, mini-bombes à hydrogène capables de détruire des bunkers souterrains, missiles de croisière capables d'anéantir des grandes villes et qui peuvent être tirés de n'importe quel point de la planète depuis des sous-marins. Il faut rappeler que Israël a la bombe en contravention de toutes les lois de non-prolifération, que cette bombe leur a été donnée par un travail d'espionnage et de noyautage de la nation française par la 4e République française. À l'origine de ce projet ultra-secret, 2 hommes. Le président du Conseil Guy Mollet et le ministre de la Défense Maurice Bourgès-Monory. Qui est aussi traître à son pays et aussi vendu à Israël que l'est aujourd'hui le Parti socialiste et le noyau dur du gouvernement français, anti-gaulliste et anti-catholique autour de François Hollande. Le nouveau réacteur israélien, connu aujourd'hui sous le nom de Dimona, présentait de grandes similitudes avec celui de Marcoule, en France. Les images des espions américains révèlent que plusieurs centaines de Français travaillent sur le site. Ils sont logés dans les nouveaux lotissements environnants. Pour Washington, plus de doute. Français et Israéliens développent un programme d'armement nucléaire. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a eu aucune décision on est pourtant dans un régime d'assemblée à l'époque en France, où l'assemblée, théoriquement, est très puissante. Or, l'assemblée n'a jamais pris une décision pour ça. Devenu négociateur, Shimon Peres obtient des Français qu'ils signent un contrat détaillant leur participation au programme nucléaire israélien. 1958, De Gaulle est de retour au pouvoir et il opère un virage à 180 degrés. Le nouveau président veut la bombe atomique pour la France, mais pas pour Israël. Le général de Gaulle va décider d'arrêter toute cette affaire, mais donc les instructions ne descendent pas rapidement. Il y a des obstacles partout, partout, parce que le club est très implanté, à la fois dans l'armée, à la fois dans la fonction publique, à la fois dans le politique. Autrement dit, même le général de Gaulle n'arrive pas à obtenir satisfaction. Et quand les décisions descendent jusqu'au bout, des systèmes sont faits pour contrebalancer les décisions. Le cas du MD-620 en dit long. Ce missile a été développé par le groupe français Dassault pour Israël, malgré l'arrêt officiel de la collaboration entre les deux pays. Le MD-620 va être utilisé pour les bombes atomiques israéliennes. Donc la bombe israélienne est une bombe illégale et c'est une bombe française. Et c'est elle qui menace le monde arabe et c'est elle qui pousse à la prolifération atomique et pas l'inverse. Donc on est à chaque fois, comme pour tous les sujets dont j'ai parlé, dans l'inversion transfert et l'inversion accusatoire, où l'État sioniste est un État artificiel qui n'a aucune légitimité, contrairement à l'État perse, qui n'est pas expansionniste, qui est multimillénaire et qui a toujours été protecteur des Juifs. Il faut lire Esther, il faut lire les Écritures. Donc pourquoi cet acharnement anti-perse par l'État sioniste, alors que les Perses sont des protecteurs des Juifs, y compris aujourd'hui? J'ai jamais cru que je rencontrerais un Juif iranien. C'est vraiment unique. C'est comment d'être Juif en Iran? Vous devez vous rappeler que les Juifs vivent en Iran depuis plus de 30 siècles. Alors ce n'est pas un phénomène exceptionnel. En fait, ce sont souvent les médias qui racontent n'importe quoi.
Nous sommes en sécurité à 100%, dit ce médecin président de la communauté juive d'Iran. Les autorités protègent nos synagogues et nos lieux saints. 22 000 juifs vivent aujourd'hui en Iran. C'est 4 fois moins qu'avant la révolution islamique de 1979. Mais malgré les envolées anti-juives du président, la communauté vit paisiblement, jouissant d'un statut de minorité religieuse et même d'un siège au Parlement. La minorité juive d'Iran n'est absolument pas persécutée et est présente au Parlement et vit en paix et en bonne intelligence. L'Iran n'a pas la guerre, n'a pas la bombe, ne veut pas s'en servir contre Israël. C'est Israël l'agresseur de toute façon depuis 62 ans. C'est Israël le pays illégitime et pas la Perse d'Ahmadinejad. La Perse n'a aucun projet expansionniste. Et ce depuis des siècles, n'est qu'un pays systématiquement attaqué par les Anglais, les Français, et globalement il y a l'impérialisme judéo-anglo-saxon qui a amené à l'Israël contemporain. Et donc nous sommes bien là dans une inversion totale de la réalité des faits. Et nous sommes donc face à une troisième guerre mondiale absolument pas nécessaire, déclenchée sous un faux prétexte par l'oligarchie mondialiste pour cacher sa faillite bancaire, rebondir économiquement alors qu'elle est en faillite, ne pas être prise comme responsable de la crise mondiale, accéder au plein pouvoir mondialiste à travers le Grand Israël, qui est un projet oligarchiste mondialiste et pas un projet des pionniers et du petit peuple israélien. Donc là, nous avons bouclé tout ce dossier. Et malheureusement, cette marche vers la guerre se fait par la complicité de nos élites stupides. Là, j'ai parlé de la conne du mois. Le Figaro, Barbier, il y a un extrait de Barbier où il dit sur la nécessité de la guerre. Tout à fait. Nous ouvrons une nouvelle période du rôle de la France dans la géopolitique. Il y a 2 fronts chauds en ce moment. C'est la Libye et c'est la Côte d'Ivoire où nous sommes en première ligne. C'est le retour de la France. C'est le retour de la France par de grandes initiatives géopolitiques fondées sur l'action. En Libye, nous travaillons aussi pour que toute l'Europe soit préservée de dommages collatéraux. Et puis, les pays que nous libérons. La Libye, la Côte d'Ivoire, ce sont des pays qui ont des ressources. Eh bien, ces pays nous rembourseront en avantage, notamment en matières premières, en énergie, par exemple. Alors que c'est contre l'intérêt supérieur de la paix mondiale, contre l'intérêt supérieur des minorités chrétiennes d'Orient. C'est-à-dire que c'est une saloperie intégrale. Voilà. Et nos élites sont en train de collaborer à ça. Et Bachar a avoué qu'il avait des armes chimiques et bactériologiques. Et j'ai dit, comme d'ailleurs le président de la République, que notre réponse, ça vous répond, serait massive et foudroyante. Oui. S'il utilise des armes chimiques. Donc nous discutons de cela, notamment avec les partenaires américains et anglais, et tout ça est suivi au jour le jour, monsieur Bourdin. Vous passerez d'un feu vert de l'ONU, forcément, puisque la Chine et la Russie... c'est foudroyant, et si le risque s'avérait, c'est-à-dire si on voit qu'il y a des mouvements sur ces armes, à ce moment-là, évidemment... À la moindre utilisation d'une arme chimique... Je vous dis, massive et foudroyante. Massive et foudroyante. Ça veut dire bombardement, ça veut dire destruction... ça veut dire qu'il n'aura pas la possibilité de le faire. Il n'aura pas la possibilité de le faire. Et là, tout le monde est d'accord. Oui, je crois. Américains, tous les Occidentaux sont d'accord. Je crois. Bien. Ce qui est un scandale absolu, un scandale qui vaut que je mette ma vie en danger en dénonçant tout ça. Car il faut bien comprendre qu'en disant tout ce que je dis là, je mets réellement ma vie en danger. Et je pense que les gens qui m'écoutent et me suivent savent exactement par qui je risque demain d'être mis à mort, même si ça se fait par des médiations salafistes, et pourquoi. Voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, au nom de la France éternelle, de celle de Clovis, de celle de François Ier et de celle de Gaulle, il est important aujourd'hui de dire certaines vérités, car ce n'est pas de la rigolade. Nous sommes à la veille d'une 3e guerre mondiale dans laquelle nous serons impliqués totalement, et en termes de guerre civile et d'implication guerrière. Car si demain Israël attaque l'Iran, l'Iran se défendra. Déjà. Le Pakistan a dit qu'il se rangerait du côté de l'Iran. Seront impliqués dans cette guerre immédiatement l'Égypte, tous les pays arabes. Mais évidemment, la Russie et la Chine, à travers la question syrienne, car la Russie ne peut pas reculer plus qu'elle a reculé en abandonnant déjà la Libye. N'oublions pas que la Syrie est le débouché de la marine russe sur la Méditerranée. Donc de toute façon, nous arrivons là à une 3e guerre mondiale qui finalement remet face à face l'empire américano
sioniste et finalement la grande Russie orthodoxe de Poutine, avec derrière les Chinois qui sont du côté russe discrètement. Donc nous sommes vraiment là dans une guerre mondiale qui est une vraie guerre mondiale comme il n'y en a jamais eu, parce que je ne vois aucun pays, peut-être à part certains pays scandinaves, échapper à l'implication guerrière immédiate. À cause de cette saloperie globale qui est comment dirais-je, ce projet américano-sioniste à la fois bancaire et oligarchique et délirant, face à une troisième guerre mondiale qui sera, comment dirais-je, sur une courbe exponentielle par rapport à la première et la deuxième. La première, c'est 20 millions de morts, la deuxième, c'est 50 millions de morts. La troisième, compte tenu des armements en présence et du nombre de nations impliquées, peut aller allègrement aux 200 millions de morts, 500 millions de morts, il n'y a pas de problème. Hein. Et nos élites oligarchiques sont, n'oublions pas, des gens pour qui la vie humaine n'a aucun prix. Hein. Ce sont, comme je l'ai dit, des satanistes. Leurs valeurs ne sont pas des valeurs de charité et de respect de la vie humaine. Quand on est capable de spéculer sur les matières premières alimentaires et de condamner à mort, via des montages de Goldman Sachs ou de JP Morgan, 500 millions d'enfants du tiers-monde. C'est que donc, maintenant, Goldman Sachs, comme la JP Morgan, et les autres, Merrill Lynch et compagnie, donc vont se recentrer, vont abandonner progressivement les crédits défaut swap qui, avec la nouvelle réglementation, ne vont pas leur apporter assez d'argent, et donc ils vont tout mettre, ils vont spéculer à mort, à fond, sur les matières premières, de manière à gagner encore plus d'argent, de manière à faire monter artificiellement les cours. Cette Somalienne ne peut plus nourrir ses enfants. Elle n'a plus les moyens d'acheter des céréales. Les prix sont devenus trop chers pour elle. Depuis 19 ans, jamais le prix du riz n'avait été aussi élevé. La farine également bat des records au plus haut depuis 28 ans. Depuis l'an 2000, le prix de la nourriture en général a doublé. De quoi rendre la situation explosive. Des émeutes de la faim se multiplient depuis plusieurs semaines. Well, while Goldman Sachs agreed Thursday to pay $550 million to resolve a civil fraud lawsuit filed by the SEC, Goldman has not been held accountable for many of its other questionable investment practices. A new article in Harper's Magazine examines the role Goldman played in the food crisis of 2008, when the ranks of the world's hungry increased by 250 million. The article is titled "The Food Bubble: How Will Wall Street Starve Millions How Wall Street Starved Millions and Got Away with It." And really, let's be honest here, it wasn't just Goldman. It was Goldman, and it was Bayer, and it was AIG, and it was Lehman, it was Deutsche. It was all across the board. J.P. Morgan Chase. What these banks were able to do in commodity markets, really, which reached its peak from 2005 to 2008 in what is now known as the food bubble. And as Juan points out, this is unconscionable what happened in the sense that their speculation and their restructuring of these commodity markets pushed 250 million new people into food insecurity and starving and brought the world total up to over 1 billion people. This is the most abysmal total in the history of the world. Elle a la langue pleine de terre. C'est son repas de la journée. Cette jeune fille vient de manger un gâteau de boue, un mélange d'argile et d'eau croupie. Selon le Programme alimentaire mondial, en Haïti, 6 habitants sur 10 n'arrivent plus à se procurer de la nourriture. Alors ils mangent ce qu'ils trouvent, des gâteaux d'argile. C'est la réalité de ces dernières années. Vous pouvez le vérifier en étudiant, en regardant ce que nous explique Jovanovic. Si on peut faire crever 500 millions de types du tiers-monde de faim pour de la spéculation sur le modèle dont se vante Attali, le pantalon à une jambe vendu au crétin qui s'appelle Christian, hein, on remettra bien. C'est pas moi qui balance tout ça. Hein. Je ne fais jamais que décrypter et remonter le pulse. On peut faire crever 500 millions de pauvres Arabes et de pauvres Goïs gaulois qui exactement comme on fait crever nos soldats aujourd'hui en Afghanistan pour rien. On peut en faire crever 500 millions, il n'y a pas de problème. Ça sera un grand bain de sang, comme le dit Bainville, entre musulmans et chrétiens finalement, pour le plus grand profit de qui? À vous d'en tirer les conclusions. Hein. Une belle histoire sur le grand de la génération il y a 2 siècles et demi. Le Rabbi Yonatan Eibschitz, il a écrit Yarod Vache, aussi Kretou Pleti, des grands livres de psycha. Un jour, le seigneur de sa région lui dit « Dites-moi, vous dites que le Mashiach, votre Messie va venir un beau jour, mais qui vous êtes? Un petit peuple, sans rien. Même aujourd'hui, on a une armée, etc. Mais on est un petit peuple, on est combien? 6 millions par rapport à 1 milliard 300 millions d'ennemis qui nous entourent, le monde entier. Il ne faut pas rêver, d'accord? Avec même l'armée du monde, on n'est rien. Le Rav Shark disait sans cesse, il ne faut pas croire qu'on est ce qu'on n'est pas. On est des petits, très vulnérables, il faut faire attention.
comment lui dit, à plus forte raison à l'époque, on n'avait rien du tout, on était un peuple en exil. Votre Messie viendra, il y a des armées, l'armée prusse, l'armée russe, l'armée française, l'armée britannique, des immenses grandes armées. Comment votre Messie viendra, comment il va faire la guerre, comment il va montrer qu'il sera un grand? Du coup, je te montre, dis à tous tes seigneurs, dans 3 jours, on va faire un concours de combat de coq. Que chacun prépare bien son coq, on verra qui sera vainqueur. Moi, je mènerai mon coq aussi, on verra. Je te montrerai comment je serai le vainqueur. Ah ouais? Ok, très bien. Le roi envoie des édits spéciaux à tous ses seigneurs. Venez, dans 3 jours, chacun amène son coq de combat le plus fort, et on va voir maintenant qui va gagner. Après 3 jours, les trompettes, les drapeaux, tous les seigneurs qui sont là, et le roi s'installe, et chaque seigneur amène son coq, des coqs flamboyants, des coqs cruels, forts, puissants. Et le roi vient, il sort un coup de son sac comme ça, un petit coq, tout freluquet, tout tremblotant. Les seigneurs là se regardent en faisant des sourires, des coups d'œil comme ça, ils rigolent déjà. Bon, les trompettes sonnent, le roi ordonne que le combat commence. On jette les coqs dans l'arène. Et le combat commence. Les coqs l'un sur l'autre, ils se griffent, ils se mordent, ils se griffent. Le petit coq du rab, il va se cocher dans un petit coin comme ça, il fait rien du tout. Et à la fin du combat, tous les coqs sont morts, et le petit coq qui sort comme ça, tout penaud, vivant. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Yoshua Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. On a un exemple éloquent de cela par le combat de coq de Rav Yonatan Abshitz. Bonne journée. La décision était attendue, mais elle fait l'effet d'une bombe. PSA a décidé de fermer le site d'Aulnay-sous-Bois. 3400 employés sont concernés. Ça fait des années qu'on travaille, ça fait des années que cette entreprise fait des bénéfices, des millions de bénéfices. Des gens ont laissé leur santé ici. Ce qui se passe chez PSA, ce sont des erreurs de stratégie de l'entreprise depuis des années. Pas obligatoirement depuis que l'actuel président est là, mais depuis des années. C'est ça qu'on est en train de payer, que les salariés sont en train de payer. C'est la dépendance du groupe PSA à une gamme de produits très réduite, qui est celle des produits très franco-français, des petites voitures ou petites voitures familiales, qui coûtent très cher à fabriquer et très cher à vendre. Une stratégie donc franco-française au coût élevé. Près de 44% de ces véhicules sont fabriqués en France, contre 23% concurrents Renault. Aujourd'hui, PSA est aussi considéré comme un des constructeurs les plus isolés, avec une vente de ces véhicules concentrée sur le vieux continent. Oui, là, c'est une manière de voir que tous les sujets sont embriqués et qu'on est bien dans une vision... on a nécessité d'une vision hegelienne, c'est-à-dire que le vrai c'est le tout, c'est une totalité globale. Tout à l'heure j'ai parlé de Hollande et de l'impuissance de Hollande, etc. J'aurais pu parler de PSA, je ne sais pas si je l'ai d'ailleurs vaguement abordé, mais PSA c'est l'impuissance du gouvernement Hollande et c'est aussi la question iranienne. On nous a raconté récemment que PSA allait fermer une usine, ce qui met des milliers de travailleurs français au chômage, parce que son chiffre d'affaires était catastrophique et que PSA avait fait des mauvais choix stratégiques. Il y a un énorme mensonge sur ce sujet. D'abord, il faut savoir que PSA, à cause de son jumelage forcé dans un processus mondialiste avec un groupe américain, je ne sais pas si c'est General Motors, est obligé de renoncer au marché iranien, qui est son gros marché étranger. Je crois que le marché iranien faisait cette année 25% du chiffre d'affaires de PSA. Au niveau mondial, les ventes ont chuté de 13%. Et à chaque fois, les économistes, les experts que vous êtes, vous oubliez de dire que Peugeot a fait une croix sur son marché iranien, qui est le premier marché à l'international. Peugeot vend en une année 450 000 véhicules en Iran. Et aujourd'hui, pour une décision politique, ils refusent de vendre des voitures en Iran. Ça veut dire que pour le premier semestre 2012, qu'on s'entende bien, le premier semestre 2012, par rapport au premier semestre 2011, où c'était un record de vente, il y a un delta, une baisse de 240 000 véhicules.
Mais là-dedans, il y a les 200 000 véhicules que Peugeot aurait dû vendre en Iran. L'effondrement de PSA, de Peugeot Citroën, c'est l'obligation de renoncer, pour des raisons d'embargo et de boycott débiles, de renoncer au marché iranien. Ça, on le dit très peu. La CGT l'a dit une fois, puis on leur a fait fermer leur gueule, et après ils sont montés au créneau pour montrer du doigt la famille Peugeot. La direction entend sacrifier l'usine d'Aulnay pour simplement une raison de rentabilité financière, faire encore plus d'argent, donner encore plus de bénéfices pour la famille Peugeot. Au titre de 2011, ils ont distribué des dividendes, 257 millions de dividendes, 78 millions, rien que pour la famille Peugeot. C'est toujours pareil, l'idiot utile qui est toujours là pour montrer du doigt l'entrepreneur, évidemment, responsable. La famille Peugeot, ils ont fabriqué Peugeot, hein, ils ont inventé Peugeot, excusez-moi, mais comment dirais-je, la valeur ajoutée ne pousse pas sur les arbres. Ce que les marxistes ont souvent eu du mal à comprendre. Il faut quand même qu'il y ait des créateurs de richesse pour qu'après voir avant de savoir si la richesse est mal partagée, il faut la créer. Contrairement au livre imbécile de Georges Bataille, La part maudite, la richesse dans la société humaine ne pousse pas sur les arbres. La condition naturelle de l'humanité, c'est la rareté, c'est l'économie de la rareté. Donc avant de se poser la question du partage des richesses, il faut aussi voir d'où vient la création de richesse. Or la création de richesse vient rarement du socialisme intégral, on a pu le vérifier par l'effondrement de l'URSS, mais souvent malheureusement de la possibilité de la libre entreprise, et de la vraie libre entreprise, pas du système oligarchique dans lequel on est, qui est un système, je le dis, intégralement libéral sur le plan philosophique, mais totalement antilibéral sur le plan économique. Hein. Là aussi, si Emmanuel Todd a du mal à comprendre, il m'appelle, je lui expliquerai. Voilà. PSA est en train de s'effondrer, déjà parce qu'il est obligé de renoncer à 25% de son chiffre d'affaires cette année en gros, qui est le marché iranien. Ça lui a imposé de force de manière totalement stupide sur le dos du travailleur français, c'est-à-dire qu'une fois de plus, la logique impériale américano-sioniste prime sur l'intérêt du travailleur français et même l'intérêt du capitalisme français, parce que parfois les intérêts peuvent être convergents sur le plan national, et le gouvernement français totalement impuissant, malgré les numéros de guignol de ce pauvre Montebourg, qui pourrait se déguiser en lutteur, en catcheur mexicain, hein, je dirais. Nous avons un vrai problème sur la stratégie de Peugeot, l'alliance avec General Motors, le comportement de l'actionnaire. Et où va PSA? Où veulent-ils nous emmener? Je vous rappelle qu'il y a 3 ans, en 2009, 1700 salariés à Rennes ont déjà perdu leur emploi. Et donc, si c'est pour recommencer dans 3 ans, nous dirons non. Il va voir PSA, on leur dit la loi européenne et les lois du libéralisme fait que tu fermes ta gueule et que tu peux rien faire. Donc soit on nationalise PSA et on fait une vraie révolution nationale socialiste, et effectivement on refait du plein emploi, c'est tout à fait facile à démontrer, même Todd peut le déduire, et ça d'ailleurs ça le démange de le déduire, hein. C'est pour ça qu'il faut qu'il crache sur Marine Le Pen et qu'il parle d'Hitler à contresens au dernier moment, parce qu'effectivement c'est ce qu'Hitler a fait entre 1933 et 1939, hein, voilà. Du capitalisme d'État planifié, hein. C'est ce que font les Chinois en ce moment pour dominer le monde, c'est ce qu'a fait Staline pour effectivement faire le bond en avant de l'époque du décollage de la Russie après 24, et c'est ce qu'a essayé de faire l'Amérique avec le New Deal, mais il n'y est pas arrivé, hein, voilà. Donc de toute façon le national-socialisme est le salut logique de qui sauve des contradictions du libéralisme effréné, ça a été vérifié systématiquement et ça se vérifiera demain, soit parce qu'on y arrivera finalement, soit négativement parce qu'on sera incapable de le faire. Le hollandisme révolutionnaire dont parle Todd, c'est du national-socialisme à la française. Il faut qu'il aille jusqu'au bout de son raisonnement. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'État rétablit le plein emploi en pouvant piloter la stratégie de PSA, non pas au niveau de la recherche ou du développement industriel, mais au niveau de la stratégie globale, dans l'intérêt d'un capitalisme français finalement de type colbertiste et dans l'intérêt du plein emploi français. S'il ne peut pas le faire, c'est à cause des lois européennes, à cause des lois bancaires mondiales, etc., etc., etc. Je peux vous démontrer ça 20 000 fois. C'est indiscutable, hein, voilà. Et là, Todd, c'est pareil. Il est obligé de fermer sa gueule et de mentir comme un arracheur de dents. Voilà. Au lieu de dire que finalement PSA se casse la gueule à cause de l'embargo imposé et inutile sur le marché iranien, on nous dit que c'est parce que c'est une entreprise héritée d'un noyau dur familial qui est la famille Peugeot. Or, on remarque que finalement, Peugeot a des problèmes aujourd'hui parce qu'ils ont 2 fois moins délocalisé que Renault. Et pourquoi ils ont 2 fois moins délocalisé? Parce que ça reste une entreprise familiale nationale. S'ils font rentrer, comme on l'exige finalement, des actionnaires libres, c'est-à-dire issus des noyaux durs mondiaux, c'est-à-dire si on dénationalise encore plus
Peugeot comme Renault, ça amènera à beaucoup plus de délocalisation et beaucoup plus de destruction de l'emploi français. En général, quand il y a une entreprise familiale, il y a toujours une implantation française, on le voit avec Michelin, et une volonté de rester un peu français, malgré les lois de l'économie capitaliste mondiale dont se réjouit Attali. C'est-à-dire qu'il résiste à un processus imposé de l'extérieur et qui fait qu'à la fin, effectivement, on est dans une délocalisation totale où il n'y a plus aucun travailleur français. Parce que de toute façon, on joue même plus sur le marché national, mais sur le marché mondial. Après, il y a un problème géographique. PSA, par rapport aux autres, est resté très eurocentré, beaucoup trop européen. Pas du tout. Il n'est pas assez mondial, PSA. J'ai envie de dire, pour être un peu provocateur, que c'est une entreprise qui n'a pas assez délocalisé, en tout cas qui n'a pas gagné les pays où là, on vend véritablement des voitures, c'est-à-dire les pays émergents. On n'a plus besoin de faire que le consommateur français soit un salarié français quand on joue sur le consommateur étranger. Pour maintenir du salariat français, il faut aussi s'intéresser au consommateur français. C'est-à-dire que quand Peugeot ou Renault sait que son premier acheteur est le consommateur français, on est bien obligé de maintenir du salarié français. Mais quand on est dans une logique mondialiste, on n'a plus rien à foutre du salarié français puisque majoritairement l'acheteur est un étranger. Donc on voit bien finalement que le nationalisme est quelque chose de vertueux au niveau du capitalisme national et du capitalisme social. Et c'est ça la logique d'ailleurs vertueuse du national-socialisme. Annie Lacroix-Ritz n'a pas encore bien compris, mais si elle travaille, elle y arrivera elle aussi. Hein, voilà. Donc, c'est parce que PSA est une entreprise familiale française à noyau dur français qu'il y a encore de l'emploi français. Et finalement, l'attaque vient de l'extérieur, c'est-à-dire on leur oblige finalement à céder du capital aux prédateurs mondialistes. Et la conséquence de cet éclatement et du noyau dur nationaliste et français et patriote des Peugeot amènera à une délocalisation accrue et à un chômage accru en termes d'emploi français Peugeot. C'est vérifiable par l'évolution du système Renault par rapport au système Peugeot. Hein, voilà. Donc, mais il y a toujours un con de la CGT pour montrer du doigt la famille Peugeot comme si elle était responsable. Hein, voilà. Alors qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est elle qui a produit de la valeur ajoutée et c'est elle qui protège encore un peu les emplois français. C'est là où, à un moment donné, même moi, le marxiste, je suis obligé à un moment donné de faire un travail honnête et de voir que se désigner l'entrepreneur national, familial, comme un prédateur, alors que finalement, c'est plutôt quelqu'un dans un contexte de mondialisation qui protège l'emploi français, c'est un travail qu'il faut faire et que ce con de Rouillant est incapable de faire. C'est pour ça que c'est l'idiot utile du système, qu'il soit manipulé par les services ou par le NPA. Parce que Jean-Marc Rouillant doit être peut-être libéré le 16 avril prochain, ça va venir très vite. Oui, c'est un militant du NPA. Oui, absolument, qui vous avez soutenu. Et on est très fiers qu'il soit dans nos rangs, voilà, absolument. Je veux dire, quand on veut jouer les durs de la Révolution, même par le bain de sang, on n'est pas derrière Besancenot, connard, tu vois ce que je veux dire ? Et on ne se permet pas d'insulter Alain Soral, voilà.